Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir à tous et merci d'être venus si nombreux pour la grande rentrée du Cercle de l'Aéropage. Frère Thierry et moi-même sommes très heureux de vous voir parmi nous. Vous êtes nombreux, c'est le signe quand même que nos idées, nos valeurs et nos programmes vous intéressent. Alors ça tombe bien ce soir que vous soyez si nombreux parce que le Cercle de l'Aéropage a connu quelques périodes un petit peu difficiles. Vous savez qu'on a un site internet et une chaîne YouTube et nous avons dû basculer tout ça sur une nouvelle chaîne YouTube qui s'appelle aujourd'hui Retour au réel. Sauf qu'il n'y a pas pu y avoir le basculement des abonnés qui étaient sur l'ancienne chaîne et nous avons besoin de retrouver tous les gens qui nous suivent, qui étaient très nombreux parce qu'il y avait plus de 10 000 abonnés sur la chaîne YouTube du Cercle de l'Aéropage. Aujourd'hui, c'est Retour au réel. Si vous voulez vraiment nous soutenir, si vous voulez nous aider, parlez-en autour de vous, abonnez-vous. N'hésitez pas à parler de cette chaîne YouTube, de ce site internet, parce que je sais que vous partagez nos valeurs, nos idées, et on a besoin de vous tous aujourd'hui, vraiment, pour retrouver les moyens de communication qui étaient les nôtres, parce que je sais que l'aura pour nos idées, il est là. Je sais que vous êtes présents et que vous défendez ces idées-là. Il suffit donc que le sache où nous nous trouvons et il reviendra et vous allez nous aider à le faire. Alors ce soir vous êtes nombreux et c'est bien normal parce que nous recevons ce soir Adrien Abosi. Alors je ne vais pas vous le présenter, vous le connaissez, ce n'est pas la première fois qu'il vient là. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que vous êtes si nombreux ce soir qu'il est là. Adrien Abosi a écrit plusieurs livres, dont son dernier, dont on va parler ce soir, sur les gilets jaunes. Et c'est tout à fait normal qu'Adrien se soit penché sur cette question et vraiment mis cette touche personnelle parce qu'Adrien, c'est, si vous voulez, il incarne cette génération post-Trump glorieuse qui n'a pas connu la vraie France, qui n'a pas connu la belle France, celle qui était sûre d'elle-même, celle qui croyait en ses valeurs, celle qui était unie, celle qui était prospère, qui offrait du travail à tout le monde. Et bien cette France-là, ben, on l'a volée à notre jeunesse actuelle, toute la génération post-68, et c'est comme ça qu'Adrien s'est fait connaître avec son livre né en 1984, où il a évoqué la colère de toute cette génération qui finalement, arrivée à l'âge adulte, ne retrouve plus la France qu'elle croyait, dans laquelle elle croyait pouvoir hériter. Voilà. Aujourd'hui, toute cette jeunesse n'a connu que la France avec la désindustrialisation, le chômage, la perte des valeurs, l'évanouissement des valeurs chrétiennes, l'insécurité, j'en passe et des meilleurs, et en plus, une montagne de dettes sur le dos. Adrien, pour moi, c'est celui qui incarne le mieux cette génération et la révolte de cette génération-là. Et son livre, évidemment, est un aboutissement, puisque lui-même, comme moi-même d'ailleurs, avons vu dans ce mouvement des Gilets jaunes une révolte de la France dont on ne parle jamais, cette France qui n'a pas de voix dans les médias, dont les médias essaient toujours d'occulter ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent, son vécu. Eh bien, la France s'est révoltée cette année avec les Gilets jaunes et il me semble tout à fait normal qu'Adrien en parle. C'est ce qu'il a fait avec son talent littéraire habituel. Et je vais lui céder la parole. Merci, cher ami. Alors, je crois que le cercle s'appelle maintenant Retour au réel, si je ne dis pas de bêtises. Hein. Retour au réel. Et le titre est très bon. Pourquoi? Parce que nous défendons, si je puis dire, le réalisme, parce que nous sommes des thomistes. Nous ne sommes pas comme les dingos de gauche qui sont eux des idéalistes kantiens. Alors merci donc pour ta présentation, cher ami. Je remercie le frère Thierry de son invitation. Et donc j'ai été convié pour parler de mon dernier ouvrage qui, comme sa couleur l'indique, n'est-ce pas, traite des Gilets jaunes. Il y a des milliards de choses à dire sur les Gilets jaunes. À la base, je l'ai déjà dit, c'est mon directeur spirituel qui m'a conseillé de m'intéresser au mouvement. Suite à cela, j'ai fait une veille quotidienne des événements. C'est pourquoi l'ouvrage d'ailleurs est extrêmement sourcé. Hein, concrètement, il y a 702 bas de page à peu près. Et si vous prenez par exemple le chapitre 2 qui relate les événements jour après jour, il y a 10 notes de bas de page par page, quoi. Bon. Ce qui est intéressant avec les Gilets jaunes, c'est que nous avons renoué avec la véritable histoire. C'est-à-dire l'histoire des tendances de fond, l'histoire des plaques tectoniques qui va au-delà du calendrier électoral. Et grâce aux Gilets jaunes, j'ai pu poser, selon moi, les questions essentielles pour la France. Où en est la révolution? Où en est la contre-révolution?
où en est ce que j'appelle moi la nouvelle opinion publique, c'est-à-dire l'opinion publique qui naît sur Internet et qui tend vers des idées françaises, de droite, catholique, contre-révolutionnaire, etc. Où en est le bien commun? Je fais tout un chapitre dans lequel je cite énormément saint Thomas d'Aquin et le magistère de l'Église, relatif au bien commun. Où en est ce que j'appelle la reconquête des esprits? Où en est le clivage Internet-télévision, qui a été particulièrement saillant pendant les Gilets jaunes, concrètement, télévision contre, réseaux sociaux pour. Voilà, où on est donc l'assentiment des Français au régime. Bref, 1001 questions sont à poser, et on a vraiment touché, selon moi, au cœur des choses, avec cette crise des Gilets jaunes. Il y a quelques fils rouges dans cet ouvrage. D'abord, le sous-titre, Prélude à la reconfiguration française. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est cette reconfiguration dont je parle? L'idée est la suivante, c'est que, de même que 14-18 a liquidé la société du 19e siècle, Internet est progressivement en train de liquider la société issue du 20e siècle et tous les canaux sociaux qui ont fait la société. Et notamment la société qui s'est faite à partir de la télévision. Et les Gilets jaunes, de par l'influence qu'a eu Internet, incarnent cette reconfiguration française. Très concrètement, cette reconfiguration de la société, on la voit dans tout ce qui est communication, économie. Fut un temps, l'industrie du disque était prospère. Grâce au téléchargement, elle ne l'est plus. L'industrie du cinéma est encore prospère, je pense, mais elle a été pas mal torpillée par des sites comme Megaupload et compagnie. On a vu, il y a 1 an et demi de ça à peu près, le conflit entre les taxis et les VTC, donc toujours ce conflit Internet, etc. Aujourd'hui, c'est Airbnb qui est attaqué par les hôtels. Autre type d'exemple, un parti comme l'UPR, on en pense ce qu'on veut, bon, c'est pas ma tasse de thé, mais quand même reconnaissons-leur que c'est uniquement sur la base d'Internet qu'ils ont réussi à avoir un candidat à la présidentielle. C'est quand même pas rien. Bon. Et sans le soutien du système, parce qu'on sait que les candidats d'extrême gauche marginaux ont le soutien du système. Voilà. Et puis autre chose qui est extrêmement importante, un couple sur 3 se forme via Internet. Ce qui, selon moi, n'est pas un mince détail. Voilà. Donc il y a cette reconfiguration dans laquelle s'inscrivent les Gilets jaunes. Autre idée, la souffrance sociale elle existe partout dans le monde. Voilà, il n'y a aucun pays qui échappe. C'est comme ça. Concrètement, comment s'illustre cette souffrance sociale en France? C'est très simple, c'est que les gens n'arrivent plus à vivre de leur travail. Enfin, une partie croissante de la population n'arrive pas à vivre de son travail, notamment parce qu'on est persécuté par les charges. Je pense aux professions libérales. Il faut dire qu'il faut financer le grand remplacement aussi, c'est absolument indispensable pour la vie du pays. Donc, on nous viole fiscalement pour nous coloniser, quoi. Et après, c'est Pétain le collabo, je précise. Bon. Passons. Donc, une partie croissante des Français n'arrive plus à vivre de leur travail, mais ça, c'est un phénomène mondial. Donc, s'il y a eu cette crise si caractéristique, c'est qu'il y a d'autres facteurs qui ont joué, et notamment un, selon moi, qui est le plus important, et je reviens à Internet, c'est l'infusion dans la société des contre-cultures diverses et variées, mais principalement la nouvelle opinion publique, qui sont nées sur Internet. Voilà. Et ça, c'est cette nouvelle conscientisation et cette nouvelle réagrégation sociale qui a permis que les Gilets jaunes se fassent. Alors, cette nouvelle opinion publique dont je vous parle a été en partie à la source de l'émergence du mouvement. Si ma parole ne fait pas foi, enfin pourquoi pas, je vais vous citer une parole qui, elle, a une autorité incontestée, qui est celle du journal Le Monde, qui nous disait ceci le 17 avril 2019. La patriosphère, ils ont fait un effort, ils ne sont pas dit fachosphère. La patriosphère a joué un rôle décisif au début de la Gronde. Elle a ainsi été le premier relais de la vidéo de Franck Buller, mais aussi de celle de Jacqueline Moureau ou de Ghislain Coutard, le chauffeur routier qui a popularisé l'emblème du gilet jaune, avec les groupes de Réseau Colère et les quelques communautés de gilets jaunes en gestation. Les communautés de gauche et d'extrême gauche n'ont en revanche pas du tout partagé ces messages. Un signe parmi d'autres qu'elles ont joué un rôle assez faible à ce stade du mouvement, pour ne pas dire nul, cette participation. Parce qu'au tout début du mouvement, rappelez-vous, les gilets jaunes étaient tous des fachos. Voilà. Donc, pour ces messieurs bourgeois de gauche, c'était pas bien. Voilà. Bon. Donc, il y a eu cette influence
de la nouvelle opinion publique qui a contribué à ce mouvement. Et concrètement, comment s'est manifesté ce mouvement dans les premières semaines, qui ont eu des moments magiques quand même. Franchement, c'était exceptionnel à certains moments. Je ne dis pas quoi parce que j'aurais des problèmes avec la justice, mais il y a eu des moments exceptionnels. Bon. Je retiens deux aspects. Le premier aspect, c'est que les gens ont été à la recherche d'un nouveau lien social. Très concrètement, vous savez tout ça, la révolution a détruit les corps intermédiaires, l'individu est atomisé, enfin la société est complètement atomisée, les gens sont ravagés par l'individualisme. Instinctivement, les Français ont voulu conjurer ça. Les Français ont voulu conjurer ce qu'Augustin Cochin appelle l'inertie, ou ce que Marcel Decorte appelle la dissociété. J'évoque pas mal Marcel Decorte dans ce bouquin. Donc il y a eu cette volonté-là. Et autre aspect qui, moi, m'a fait rêver, c'est que ces premières semaines des Gilets jaunes ont été une pulsion contre-révolutionnaire spontanée. Et j'insiste sur chacun de ces trois mots. Et là, il faut bien distinguer deux choses. Les violences et les moyens d'action de la gauche, et les violences et les moyens d'action du pays profond, de la droite véritable, etc. Les moyens d'action de la gauche visent à quoi? C'est globalement la provocation gratuite, provocation contre les flics, on casse des vitrines de commerçants, parce que bien entendu, ça va bouleverser le capitalisme mondial si on brise des vitres, hein, c'est évident. Voilà, donc en gros, c'est ça. En revanche, les moyens d'action, je dirais, du pays profond, ont visé à toute autre chose. À quoi ont-ils visé? Ils ont visé à bloquer le fonctionnement de la République et à s'attaquer au symbole de la République. Concrètement, quand on bloque les ronds-points, donc la circulation, quand on menace plus d'une cinquantaine de députés, et les menaces costauds quand même, hein. Je cite des choses en mode on envoie des balles utilisées à l'adresse d'un député, enfin ça rigolait pas. Hein. Bon. Quand on neutralise 80% des radars, ce qui est total, quand on bloque des autoroutes, quand on brûle des péages, quand on s'attaque à des préfectures, à des mairies, quand on bloque plus d'une centaine de centres de finances publiques. Ça, c'est l'une des choses qui m'a le plus touché pendant le mouvement. Et on en a très peu parlé dans les grands médias. J'ai surtout trouvé ces informations-là dans la presse régionale. Hein. Et les ministères. Voilà. On y arrive. Donc, quand il y a tout ça, et quand on attaque un temple maçonnique, et là, parenthèse, c'est là qu'on voit l'influence de la nouvelle opinion publique, parce que l'hostilité à la maçonnerie, c'est pas en écoutant Élise Lucet et Mélenchon, ou en regardant les documentaires de Canal+ ou Yann Barthès, que ça a été inoculé, si je puis dire, au pays profond. Bon. Ils ont même volé les épées d'un temple à Tarbes. Bon. Voilà. Ce qui m'a fait rigoler. Bon. Bref, donc quand on fait tout ça, on cherche à bloquer le fonctionnement de la République. Et on s'attaque à ces symboles, très concrètement. Donc il y a eu une pulsion contre-révolutionnaire spontanée. Une fois encore, si ma parole ne fait pas autorité, bah écoutez, je vais en citer d'autres. Monsieur Emmanuel Macron, Conseil des ministres, 5 décembre 2018. Le moment que nous vivons n'est plus à l'opposition politique, mais à la République. Emmanuel Macron, Twitter, 5 janvier 2019. Une fois encore, une extrême violence est venue attaquer la République. Ensuite, Christophe Castaner, Twitter, 12 février 2019. Pas d'impunité pour les ennemis de la République. Christophe Castaner face à la commission des lois, le 1er décembre 2018. Les forces de l'ordre ont fait un rempart républicain. Et cerise sur le gâteau, ma préférée, Monsieur Romain Goupil, LCI, 31 mai 2019, 18h15. Les policiers n'attaquent pas les manifestants. Les policiers vont défendre la République. Moi, j'aime ces phrases confession. Donc, nous avons eu des moments d'intelligence collective, spontanés. La République avait déjà été attaquée à 2 reprises depuis 1792, en 1848 par les ouvriers, mais c'était une réaction de survie, pas pensée. Et petite parenthèse, qui a été un carnage. Hein. Bon. Et en 1934, comme vous le savez, mais en 1934 c'était différent, parce que l'opinion publique avait été chauffée à blanc par les ligues, par les journaux, etc. Donc c'est pas du tout comparable. Là, c'était spontané, c'était sans mot d'ordre, voilà, c'est ça que je veux dire. Il n'y a aucune grosse structure, association, parti politique, etc., qui a donné des consignes aux Gilets jaunes. C'est parti de tous les côtés, et d'ailleurs, citation de Castaner,
Il n'y a pas d'organisateur, il n'y a pas de déclaration, il n'y a pas de responsabilité. L'État se retrouve seul à gérer un mouvement totalement désorganisé avec toute la difficulté que cela implique. Bon. Donc, un moment magique à certains égards. Mais, ça ne vous a pas échappé, le mouvement s'est fait récupérer par la gauche. Pourquoi et comment s'est-il fait récupérer par la gauche? Je vais citer 3 facteurs. Il y en a sans doute d'autres. Premier facteur, à cause de M. de Gaulle et des communistes. Pourquoi? Parce qu'en 1944, on a fait la dite épuration. À quoi a visé l'épuration? Non pas à châtier les traîtres, sinon on aurait commencé par châtier Maurice Thorez, qui au contraire a été fait ministre, passons, mais à liquider la France des notables. Résultat, la totalité des postes d'influence est prise par des gens de gauche, la quasi-totalité. Rares sont les gens véritablement de droite qui ont des responsabilités aujourd'hui. Il y en a, mais c'est une minorité. J'ai les noms, je ne les donne pas. Mais c'est une minorité, et ils savent qu'ils sont en minorité et ils la bouclent. Et donc, concrètement, la France a été soumise à une gauchisation structurelle par les lois, par les institutions, par les médias, par l'éducation nationale, par l'université. Ça sera le sujet d'un de mes prochains livres, la gauchisation structurelle. Résultat, il y a une pression sociale et un conformisme qui font que les gens sont contraints, par crainte de l'ostracisme, de se rallier officiellement aux valeurs de gauche. Concrètement, quand Maxime Nicole, Éric Drouet ont commencé à se faire pourrir et à se faire ultra-diaboliser par les médias, eh ben, ils ont donné des gages à la gauche. Je me souviens d'une émission sur la chaîne Le Média, de Maxime Nicole, qui invite les banlieues à venir. On les a vus, les banlieues gilets jaunes. Hein. C'était quasiment que des blancs. Et parenthèse, hein, quand la France a gagné la Coupe du Monde, il y a eu une manif, enfin je sais pas comment on doit appeler ça, une fête, un défilé des supporters qui passait boulevard Haussmann. C'était à côté de mon cabinet de l'époque. Et franchement, ça m'a brisé le cœur en 1000 morceaux. À cause de la composition ethnique des manifestants, et aussi à cause des blancs, parce que les blancs d'Île-de-France sont ce que j'appelle moi souvent, enfin je parle des blancs de ma génération, sont très souvent des sous-blancs. Hein. Et je serais une racaille, je serais beaucoup plus dur, j'aurais été beaucoup plus dur avec les blancs franciliens que les racailles l'ont été. Parenthèse fermée. Mais bref, en Île-de-France, moi j'ai vu et j'ai revu des blancs, on a vu à Marseille des manifestations de blancs, quoi. Qui eût cru ça, quoi. Je veux dire, bon. Donc c'est aussi le retour des blancs, les gilets jaunes. Hein. Mais pourquoi vous disiez tout cela? Bref, j'ai perdu le fil, c'est pas grave, ça va revenir. Mais donc Maxime Nicole a appelé les banlieues qui, bien entendu, ne sont pas venues, parce que la banlieue a tout intérêt au maintien du statu quo républicain qui assure les rentes légales et illégales. Parce que l'économie parallèle, c'est des milliards d'euros par an. La banlieue n'est pas pauvre, elle regorge d'or, la banlieue. Et vous voulez la preuve de ça? Pourquoi vous voyez tous les kebabs qui ouvrent à Paris et qui n'ont jamais de clients? Tiens, c'est bizarre ça. Comment ils font pour payer les loyers entre 1000 et 2000 balles par mois? Bah, parce que c'est du recyclage de l'économie parallèle, on va pas se mentir. Voilà, c'est tout. Bon. Passons, ça serait le thème de toute une conférence. Donc, pression sociale, premièrement. Deuxièmement, l'évolution du mouvement. Le mouvement est parti de façon très décentralisée, sur les ronds-points. Après quelques semaines de flottement, sur lesquels il y aurait beaucoup à dire, et qui mériterait elle aussi une conférence, le gouvernement a fini par casser les ronds-points, ce qui fait que le mouvement s'est regroupé sur les centres-villes. Or, les centres-villes sont de gauche, ça n'a échappé à personne, donc fatalement, le mouvement a été empreint de cette sociologie de gauche. Bon. Troisième cause, la gauche a fait une OPA qui, d'un point de vue purement opérationnel, faut reconnaître que c'est admirable, quoi. Et elle a fait cette OPA notamment via ce que j'appelle dans mon ouvrage la gauchosphère. Qu'est-ce que c'est que la gauchosphère? C'est très simple. Autant la nouvelle opinion publique est née spontanément sur Internet et tend vers la droite, autant la gauchosphère est l'importation sur Internet des logiciels de gauche sous perfusion d'oligarchie et des médias. Si vous prenez la chaîne Les Médias, Usul, Osons Causer, les gens comme ça, ou Bonjour Tristesse, je recense dans mon ouvrage une partie de la couverture médiatique dont ils ont bénéficié. Le frère Thierry, à ma connaissance, n'a pas été invité chez Ruquier, non? Alors que Gérard Miller, lui, a été invité
pour présenter Cherokee, sa chaîne rebelle et dissidente, le média. Vous voyez? Donc on voit quand même la différence de traitement. Mais bon, c'est normal, ces gens-là défendent leurs intérêts. Donc cette gauchosphère, dont d'ailleurs Juan Branco a été en quelque sorte la meilleure incarnation, est hostile au système. Mais pourquoi elle est hostile au système? Pas parce qu'elle ne partage pas ses valeurs. La gauchosphère partage les valeurs et les principes de la République. Mais parce qu'elle fait grief au système de ne pas aller assez loin dans la folie de gauche. Il faut plus d'immigration, il faut plus d'impôts, il faut moins de catholicisme, il faut moins de France, il faut plus de diversité, etc., 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 etc. Voilà. Donc pour ces gens-là, Macron pêche par manque de radicalisation de gauche. Voilà. Sachant qu'il envoie quand même déjà du lourd, Macron quand même. Hein. Si on se rappelle de la propagande homosexuelle à l'Élysée, si on fait référence aux 255 000 immigrés légaux, voilà. Hein, parce qu'on parle souvent de l'immigration légale et des migrants, c'est un problème. Mais moi je crains beaucoup plus l'immigration légale à titre personnel. Hein. Elle fait beaucoup plus mal à la société française. Hein. Bon. Bref, il y a eu cette récupération du mouvement par la gauche. Et comment cela s'est traduit? Tout d'abord, ça s'est traduit dans la représentation médiatique. C'est-à-dire qu'on a eu des gilets jaunes de plus en plus gauchisés. Je pense à des gilets jaunes comme Madame Sophie Tissier, qui sont des gens, humainement, j'ai rien contre eux. Hein. Ce sont sans doute des gens très très bien, mais bon, il s'avère qu'ils sont très à gauche et vraiment gaucho-ringards, si je puis dire. Donc des gens comme Sophie Tissier, par exemple. Et il y en a qu'on n'a plus vu. Et je lui fais une grosse dédicace parce que quand même, BFM TV, 8 décembre, je crois que c'était au soir du 3e acte, ou du 4e, je ne sais plus, Monsieur Christophe Couder, en direct sur BFM. Ce gouvernement et ce président ont été fabriqués et ils ont une mission qui est la liquidation de la France. Macron ne peut pas finir son quinquennat parce qu'il a trahi le peuple. Chapeau. Franchement, chapeau. Bref, donc, gauchisation des représentations médiatiques, gauchisation des revendications aussi. C'est-à-dire que toutes les revendications anti-impôts sont passées à la trappe, quasiment. Et moi, je me rappelle de Besancenot, quand il passe Cherokee au mois de décembre, au plus fort du mouvement, qui me dit « Mais il n'y a pas de problème, les Français, ils n'ont pas de problème avec les impôts. Le problème, c'est que c'est mal réparti, je sais pas quoi. » J'ai un truc, bon, ok, d'accord. Je pense à mon confrère Boulot aussi, qui me dit que le gros problème, c'est qu'en gros, les classes moyennes ne payent pas assez d'impôts, quoi. Bon. Alors, mon confrère Boulot, quand il payera autant d'impôts que les classes moyennes françaises qui se font dépouiller depuis 40 ans, on en reparlera. Voilà. Hein, bon. Salutations confraternelles. Donc, gauchisation des revendications et surtout gauchisation des moyens d'action. Puisque on est passé de cette pulsion contre-révolutionnaire spontanée à quoi? Aux manifs déclarés. Manifs déclarés qui n'ont jamais fait stresser le système une seule seconde. Parce que c'est un moyen d'action qui est connu du système depuis des décennies et qui, en tant que tel, est neutralisé par le système depuis des décennies. C'est pas parce qu'on casse 3-4 vitres que le système est bouleversé. Alors bien sûr, ça fait des gros titres, mais tout ça, c'est de la supercherie médiatique. Voilà, c'est bon, nos dominants se foutent royalement qu'on casse des vitres d'une franchise McDo, quoi. Bon. Bref, la gauche a tué le mouvement, et la gauche lui a fait perdre sa radicalité, et son imprévisibilité. C'est ça qui est très important. Et donc la gauche souille tout ce qu'elle touche, elle l'a encore démontré, et la morale de l'histoire, c'est qu'il ne faut jamais s'allier avec ces gens-là. Le mal, c'est contagieux. Le mal est contagieux, quand une personne est mauvaise, il ne faut pas la fréquenter. C'est comme ça. Voilà. C'est ce que l'Église a toujours enseigné d'ailleurs. Donc, le mal est contagieux, donc la gauche, la prochaine fois, on la dégage. On la dégage. Voilà. Le mouvement, donc, dans sa phase, entre guillemets, j'ai beaucoup aimé ces mots qui sont devenus presque de la novlangue, factieuse et séditieuse. Donc moi je fais une dédicace aux factieux et séditieux. Après cette phase, donc factieuse et séditieuse, aujourd'hui qu'est-ce qu'il en reste? Des gilets jaunes, quelques manifs à gauche à droite. Bon, le système s'en fout. Hein. Bon. Mais ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est que j'ai cette formule dans mon bouquin, je dis que mai 68 ne s'est pas arrêté le 1er juin. De Gaulle, en juin 68, gagne les élections législatives. Pour autant, est-ce que la révolution qui était en marche, la révolution gauchiste, s'est arrêtée? Bien sûr que non. Pourquoi? Parce que les valeurs qui avaient infusé la société, à cause de 1944 d'ailleurs, hein, mai 68, c'est l'aboutissement de 1944, hein, de cette gauchisation structurelle. Bon. À cause donc de cette infusion de valeurs qui s'est faite, eh ben ça continue à se produire. Les gilets jaunes, c'est pareil. Les gens qui ont été conscientisés, ils le sont toujours. Et la souffrance, elle va aller s'accroissant, parce qu'on paye toujours plus d'impôts,
parce qu'il y a toujours plus de chômage, il y a toujours plus d'immigration, il y a toujours plus de délinquance, il y a toujours plus parfois même d'assassinats, on l'a vu avec ce tragique événement à Villeurbanne. Donc, le mouvement des Gilets jaunes en tant que tel, a priori, n'est plus que l'ombre de lui-même, mais en revanche, cette infusion de valeur va produire d'autres conséquences. Quand, comment, j'en sais strictement rien. Personne n'a vu venir les Gilets jaunes, personne ne verra venir, personne ne peut dire le visage que prendra cette fronde. Mais ça ne peut pas s'arrêter là. C'est pas possible. C'est pas possible. Et ça ne va pas s'arrêter là. Donc, le mouvement, malheureusement, en tout cas, n'est plus que l'ombre de lui-même. Et pourquoi l'a-t-il été? Parce que nous, on n'a pas été assez forts, il faut le reconnaître. Cette nouvelle opinion publique s'est fait désosser par l'OPA que la gauche a mené sur le mouvement. Il faut dire qu'on n'a pas les mêmes moyens. Hein. On n'a pas les locaux, on n'a pas le pognon, on n'a pas les troupes militantes entretenues à coups de pognon également, etc., etc., etc. Tout ça, d'ailleurs, ce sont des vestiges et des reliquats de 1944, hein, j'insiste là-dessus. Hein. Bon. Donc, la question qu'il faut se poser, c'est comment être plus fort. Alors déjà, faisons le diagnostic. Quelles sont les forces et les faiblesses de la nouvelle opinion publique? La force de la nouvelle opinion publique, depuis maintenant près de 10 ans, c'est qu'elle a su véhiculer les valeurs françaises, contre-révolutionnaires, catholiques, etc., en cassant les codes du camp national, ou de la droite, entre guillemets, droite, on se comprend, hein, classique. Pour parler d'un cas que je connais qui est le mien. Quand je vais dans le 93, chez Tepa, ancien rappeur, parler pendant 10 heures de Pétain pour le réhabiliter, ça c'est des choses que le système ne voit pas venir. Pareil pour l'affaire Dreyfus. Je pense que l'émission sur Dreyfus que j'ai faite chez Tepa, je ne vais pas dire qu'elle est mythique, mais quand même, jamais dans l'histoire de France, à cette échelle-là, on a pu dire la vérité quand même. C'est un fait. Bon, ça, le système, il l'a pas vu venir. Parce qu'on a complètement cassé les codes. Et on les a cassés de mille et une façons. Et quel est le grand acquis de tout ça? C'est que la société française n'est pas divisée entre la gauche et la droite, ou plutôt, politiquement, elle n'est pas divisée entre la bourgeoisie de gauche et la bourgeoisie de droite, elle est divisée entre la bourgeoisie gauchiste décadente, la bourgeoisie d'ascendance catholique, je dis bien d'ascendance parce qu'ils ont apostasié avec Vatican II, ces braves gens, et entre les deux, il y a ce que j'appelle moi le marais. Et très concrètement, la nouvelle opinion publique a converti à la contre-révolution, et parfois même au catholicisme d'ailleurs, des gens issus de ce marais. Et ça, c'est providentiel, c'est exceptionnel. Personne n'aurait pu prévoir ça. Absolument personne. Bon. La contre-révolution qui était vraiment, qui tirait la langue depuis des décennies, a complètement renouvelé ses troupes. Hein. Et ça, c'est absolument providentiel. Bon. Alors ensuite, quelles sont ces faiblesses de la nouvelle opinion publique? J'en distingue 3. Et là, on va mettre les pieds dans le plat, et ça va pas faire plaisir à tout le monde. Mais enfin, je suis là pour dire ce que je crois être la vérité, en tout cas. Bon. Quels sont les 3 travers qui tirent la nouvelle opinion publique vers le bas? Le premier, c'est le complotisme. Faut regarder les choses en face. Mais il faut faire attention avec ce mot, parce que le système l'utilise façon novlangue. La vraie définition du complotisme, c'est quand on voit des complots partout, tout le temps, en permanence, ou qu'on exagère leur influence. En somme, les complots deviennent le seul moteur de l'histoire, comme si les sociétés n'avaient aucune évolution spontanée. Parenthèse, les Gilets jaunes sont bien la preuve que non, puisque les Gilets jaunes, c'est une évolution spontanée de l'anthropologie française. Bon. Mais bref, le complotisme, c'est ça. Dans la bouche des médias, c'est devenu autre chose. Dans la bouche des médias, c'est devenu le fait de contester la version officielle d'un événement. Exemple. Quand André Berkoff conteste la version officielle de l'affaire Mamadou Gassama, qui est un viol des consciences françaises, hein, c'est une entreprise de sidération. Bon. On le taxe de complotisme. Vous voyez ? Quand Zemmour dit Notre-Dame de Paris, c'est peut-être pas un mégot radicalisé dont on a retrouvé les passeports dans les décombres qui est à l'origine de l'incendie, eh bien, on lui dit vous êtes complotiste. Voilà. Bon. J'attends les résultats de l'enquête. Hein. On les entend pas trop hein, pour l'instant. Hein. Bon. Oui. Moi-même, quand je fais mon bouquin sur l'affaire Dreyfus, effectivement, bon, je mets la honte
à tous les historiens qui ont traité du sujet depuis des décennies, bien fait pour eux, et certains d'entre eux mettent dans les commentaires que c'est une vision complotiste. Pas complotiste, c'est les pièges du dossier, Coco. Bon. Par contre, votre version officielle, qui repose sur un complot imaginaire antisémite de l'état-major, ça c'est du complotisme. Et le complotisme, c'est une tradition républicaine. Il faut lire les discours à la Convention, que dis-je, au Club des Jacobins, où on a inventé des complots qui n'ont jamais existé. La rhétorique du complot, on la retrouve dans la bouche des grandes figures. Hein. Lisez les discours de Jean Jaurès pendant l'affaire Dreyfus, complètement complotiste, de Joseph Reinach pareillement. Pétain est accusé de complot pour sa prise de pouvoir, ce qui est une blague, etc. etc., etc. Bref, quand la République accuse les gens de complotisme, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Même si, dans la nouvelle opinion publique, il y a un complotisme qui est véhiculé en particulier par cette dissidence main d'or et qui s'articule autour de la question juive. Et là, il faut le dire calmement, la question juive, par cette dissidence, n'est pas abordée selon l'enseignement du magistère de l'Église. Voilà. Et je réponds d'ailleurs à mes contradicteurs sur les origines de Vatican II là-dessus. Je crois que ça ressemble à une fessée déculottée, mais j'attends la contradiction, il n'y a pas de problème. Bon. Bref, ce complotisme est très problématique, parce que le système s'en sert pour jeter le discrédit sur toute une galaxie, et il est problématique pour les intéressés qui deviennent de véritables zombies. Parce que le complotisme, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est pas qu'un travers intellectuel, c'est une mystique. C'est comme le gauchisme. Ce sont des mystiques. Quand un gauchiste vous dit que l'immigration est une chance pour la France en 2019, c'est parce que c'est un mystique. Parce que la réalité ne peut pas lui inspirer ce discours. Ce n'est pas possible. Donc le complotisme, c'est une mystique. Et d'ailleurs, les complotistes, je ne les vois pas à la messe. Je ne les vois pas à la messe, les complotistes. Bon, bientôt. Donc, la nouvelle opinion publique doit se responsabiliser et doit éloigner d'elle cette mystique. Voilà. Ensuite, autre travers, c'est ce que j'appelle le repoussoir. Qu'est-ce que c'est que le repoussoir? C'est celui qui, non pas par la radicalité de son propos sur le fond, mais par un excès sur la forme, discrédite la cause française, non pas au-dessus des gauchistes, parce que pour un gauchiste, Laurent Wauquiez, c'est l'extrême droite, donc rien à faire, hein, mais la discrédite aux yeux de ce fameux Marais. L'ancêtre de tout ça, c'est le fameux détail de Jean-Marie Le Pen. Bon. Aujourd'hui, dans la nouvelle opinion publique et dans la dissidence, quand il y a des gens qui font l'éloge ou des clins d'œil à des idéologies condamnées par l'Église, je pense à une en particulier, vous suivez mon regard, voilà, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Moi, j'aimerais que ces gens-là me l'expliquent un jour, hein. Indépendamment du fait que ces gens-là, souvent, se disent catholiques et qu'ils font la promotion d'idéologies condamnées par le pape, infailliblement, à quoi ça sert, d'un point de vue de l'efficacité politique? Vous posez des questions. Voilà. Donc, il faut s'éloigner de ce repoussoir. Et concrètement, moi j'étais à Jour de colère en 2014, qui était génial, Jour de colère, franchement. Pourquoi? Parce que c'était la suite de la manif pour tous. Et on avait perdu en nombre, mais on avait gagné en radicalité. C'était une pulsion contre-révolutionnaire, Jour de colère. Le mouvement part des réseaux sociaux, 50 000 personnes sont là. Jour de colère, j'y arrive en RER, par la ligne B. J'arrive à Port-Royal, et là j'arrive en plein cortège d'udonistes. Et qu'est-ce que je vois? Je vois des mecs plus ou moins racailleux, qui font des quenelles à des passants qui ne comprennent même pas de façon très agressive. Et j'ai vu l'acteur Bruno Solo se faire courser par une quarantaine de mecs. C'est pas beau de voir un mec se faire courser par 40 personnes. Sincèrement, c'est pas beau. Hein. Bon. Ça, c'est pas possible, quoi, d'un moment. Et pourquoi Jour de colère s'est arrêté? Parce que une bande d'abrutis, parce qu'il faut le dire, d'un moment, ou d'agents provocateurs, je ne sais pas. Ou les deux, d'ailleurs. On fait des saluts nazis devant la caméra. Résultat, couverture médiatique derrière, Jour de colère est un mouvement nazi, les organisateurs ne veulent pas faire l'acte 2 d'un mouvement antisémite, donc le mouvement s'arrête. Je m'interroge sur les personnes qui ont levé... C'est trop opportun, c'est trop la frappe chirurgicale au bon moment, si vous voulez. Donc les personnes qui tendent le bras quand il y a la caméra, au bout d'un moment, il faut se poser des questions, surtout quand derrière, il n'y a pas de poursuite judiciaire. Hein. J'ai des noms en tête, là. Hein. Pour l'instant, je me retiens, mais je les garde sous le coude, ça peut servir. Bon. Donc, il faut repousser de nous les repoussoirs, si je puis dire. Et enfin, troisième chose, c'est la tiédeur. Il faut repousser la tiédeur.
La force de la nouvelle opinion publique, c'est sa radicalité. Et en quoi consiste sa radicalité? Selon moi, il y a deux versants. Le premier, c'est la contre-révolution, c'est-à-dire concrètement, les lumières qui sont à la base de nos institutions, il faut les détruire. Voilà. Ce qui est à la base de notre bloc de constitutionnalité doit être détruit. C'est la source de notre gauchisation structurelle, la source juridique. Hein. Je l'ai déjà dit, je le répète, le juge du tribunal administratif, je ne sais plus si c'était je crois que c'était à Nice, qui avait interdit le burkini, l'avait fait au nom, enfin parce que le burkini était contre les valeurs françaises. Ou je crois que c'était les valeurs de la communauté française, ce qui est une valeur qui n'existe pas juridiquement. Ça n'existe pas. Ce qui existe, ce sont les principes de la République, mais ça n'existe pas les valeurs françaises. Et bien, l'arrêt a été cassé. Mais c'est scandaleux qu'il ait été cassé, cet arrêt. Mais les valeurs françaises n'existent pas. Elles n'existent pas parce que notre bloc de constitutionnalité se fonde sur les Lumières, et les Lumières nous poussent à abdiquer précisément nos déterminismes. Bon. Bref, il faut être contre-révolutionnaire d'un point de vue politique, philosophique, et puis, pardon, je suis désolé de revenir à ça, mais c'est mon combat spirituel, opposition à 10 milliards de pourcents au modernisme conciliaire, quoi. Cette secte de tarés, dont Frédéric Martel a révélé de très belles casseroles récemment. D'un moment, voilà, il faut le dire. Actualité à ce sujet. Nous sommes à 1 mois et demi du synode sur l'Amazonie. D'accord ? Dans ce synode sur l'Amazonie, notre cher Bergoglio a mis en discussion le sacerdoce des femmes. Non mais, c'est une plaisanterie. C'est une plaisanterie. Comment on peut croire que ces individus-là sont catholiques au bout d'un moment, quoi ? C'est une plaisanterie. Il faut arrêter la farce. Bon. Pourquoi pas la canonisation de Martin Luther et de Mahomet? Enfin, je veux dire, on peut tout faire comme ça. On peut ne jamais s'arrêter. Ça va tellement loin. Alors, je vais vous dire mon point de vue là-dessus. Les conciliaires font rarement 2 pas en avant. Généralement, ils font 2 pas en avant et 1 pas en arrière pour dire, bah vous regardez, on n'a pas fait ce que vous avez prétendu que nous ferions. Oui, certes, mais il y a eu quand même 1 pas en avant. Parfois, ils font 2 pas en avant. Aux réunions d'assises, ils ont fait 2 pas en avant. Avec Amaury Laetitia, ils ont fait 2 pas en avant. Parce que autant il y a des hérésies dans le magistère conciliaire depuis toujours, autant sur la morale, il ne déviait pas. Parce que ça se voit, la morale. Bergoglio lui a dévié. Bergoglio nous dit, les relations sexuelles en mariage peuvent ne plus être des péchés mortels. Ça a même provoqué derrière les doubias. Hein. Bref, Bergoglio va très très vite. Est-ce que c'est pour ça que Benoît s'est fait éjecter? Parce que ça allait pas assez vite? J'en sais rien. En tout cas, il a déjà fait 2 pas en avant. J'ai du mal à croire qu'ils refassent 2 pas en avant. S'ils refont 2 pas en avant avec le sacerdoce féminin, ça veut dire qu'ils sont très 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 pressés d'instaurer leur religion Noacho compatible. Hein. C'est-à-dire qu'ils sont très 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 pressés de le faire. Et ça veut dire qu'eux-mêmes estiment que s'ils le font pas tout de suite, ça passera jamais. Bon, on verra, mais cette histoire va être extrêmement intéressante et j'invite les gens à être extrêmement attentifs avec cette histoire, parce que s'ils font le sacerdoce féminin, même les plus mal formés théologiquement vont comprendre qu'on a face à nous des imposteurs. Voilà. C'est trop gros. Là, c'est trop gros. C'est pas possible. C'est pas possible. Bon. Donc, on va voir ce qui se passe. Mais ce modernisme conciliaire doit être combattu avec acharnement. Ces gens-là sont des imposteurs. Ils seront châtiés de façon... bref, j'aimerais pas être à leur place. Et ils sont au bord de la ruine. Je sais pas combien de temps tout ça va durer, mais pas 30 ans. Hein, pas 30 ans. Et d'ailleurs, les cardinaux Muller, Brennmuller et compagnie ont dit... Non, c'est Burke. Burke a dit... Cela ne peut pas être l'enseignement de l'Église. Et bien Burke, je t'attends au tournant. Si ce texte passe, j'attends de voir ce que tu vas faire. J'attends de voir ce que tu vas faire. Bergoglio n'arrête pas d'être accusé d'hérésie. Hein. Il a été accusé par Athanasius Schneider implicitement dans un texte doctrinal au mois d'avril. Il a été par quelques dizaines de théologiens conciliaires qui d'ailleurs, dans leur accusation, leurs accusations sont remplies d'hérésie, mais bon, passons, c'est pas grave. Il a été implicitement par un nouveau texte de Burke, co-signé par d'autres prélats conciliaires au mois de juin. Ça va s'arrêter quand, les gars, là? Bon. Les gens qui ont fait la lettre, la deuxième lettre, les théologiens conciliaires, demandent à juger le pape. Article du Code de droit canon, personne ne peut juger le Saint-Siège. Si on ne peut pas juger le Saint-Siège, pourquoi voulez-vous le juger, messieurs? Où vous voulez en venir, là?
C'est pas moi qui le dis tout ça. Donc, il est en train d'émerger un sédévacantisme conciliaire. Il existait un sédévacantisme catholique, il est en train d'émerger un sédévacantisme conciliaire. C'est extrêmement intéressant tout ça. Et en tout cas, ça veut dire que ça se secoue pas mal dans la secte conciliaire. Bref, on verra tout ce que ça donne. Mais donc, je vous disais, ligne directrice, opposition frontale avec ces gens-là, avec ces dingos. Et ces pervers et ces criminels, parce que vous avez vu tout ce qui est sorti, le reportage sur Arte sur les viols des religieuses conciliaires, enfin, c'est monstrueux tout ça, c'est absolument monstrueux. Mais c'est un châtiment, hein, je veux dire, on voit que ces gens-là ne sont pas sanctifiés. Bon. Je m'emballe. Bref, j'en arrive au terme de mon propos. Tout ça pour dire que cette nouvelle opinion publique doit se consolider, elle doit gagner en qualité, et c'est qu'en gagnant en qualité qu'elle gagnera en quantité. Et peut-être qu'un jour elle fera jonction avec des forces du système qui vont se retourner, avec la bourgeoisie catholique ou catholicisante qui va se réveiller, avec des nouvelles forces issues du Marais, etc. Bon. Il faut se battre pour ça en tout cas. Et il faut bien comprendre qu'un système dure, pas parce que le système est méchant, le système dure parce que les forces d'adhésion dans la société sont plus fortes que les forces de rejet. Donc nous, notre combat, c'est de faire que les forces de rejet soient plus puissantes que les forces d'adhésion. Ce qui ne veut pas dire faire 51% aux élections. Ça peut vouloir dire ça. Mais vous savez, quand Constantin fait l'édit de tolérance, les chrétiens à l'époque sont seulement 5% de l'Empire. Mais ils avaient acquis, grâce aux grâces du bon Dieu, une influence sociale qui a permis d'eux. Et bien moi, ce que je veux par ce positionnement philosophique, politique et spirituel, je suis désolé d'insister là-dessus, mais je pense que rien n'est plus important, c'est provoquer les grâces de la victoire. Quand Jeanne d'Arc arrive à la cour de Charles VII, elle n'a pas de troupes, elle n'a pas de pognon, elle n'a pas d'armes, elle n'a rien. Mais, comme elle défend le bon Dieu, et bien le bon Dieu, il lui donne tout entre les mains. Il lui met tout entre les mains. Et il lui donne tout ce qu'il faut pour foutre la raclée aux Anglois. Eh bien nous devons provoquer les grâces de la victoire. Je terminerai par une petite citation de Léon XIII, de son encyclique Quod Apostolici Mineris, qui condamne la secte socialiste, qui date du 28 décembre 1878. Petit extrait donc, en parlant des chefs d'État, Léon XIII dit ceci: « Ils n'ont pas compris que les efforts des sectes auraient été vains si la doctrine de l'Église catholique et l'autorité des pontifes romains étaient toujours demeurées en honneur, comme il est dû, aussi bien chez les princes que chez les peuples. » Que nous dit Léon XIII? Il nous dit que les catholiques, quand ils sont eux-mêmes, sont invincibles. C'est tout. Voilà. Et un catholique n'est jamais tenté au-delà de ses forces. N'importe quel être humain n'est jamais tenté au-delà de ses forces. Donc quand on fait une connerie, c'est notre faute. Point barre. Quand on va se confesser, on ne dit pas « Bénisse-moi mon Père parce que j'ai péché à cause de un tel, un tel, un tel, un tel ». On ne dit pas ça. C'est moi qui ai péché et puis c'est tout. Voilà. Bon. Donc Léon XIII nous dit, quand les catholiques sont eux-mêmes, en matière de foi et en matière de mœurs, parce que la cause de notre effondrement, c'est la perversion des mœurs. Hein. La dégradation des mœurs, en particulier à partir de la Réforme. Alain Pascal qui est là a traité de tout ça dans ses ouvrages, à partir de la Renaissance, Réforme, ça va toujours crescendo, 18e, et alors là, c'est le pompon avec tout ce qu'on connaît aujourd'hui, avec toute cette propagande que j'ai citée notamment tout à l'heure. Bref, quand les catholiques sont eux-mêmes en matière de foi et de mœurs, ils sont invincibles, et donc voilà, il suffit d'être nous-mêmes pour que nous remportions la victoire. Voilà. Je vous remercie. Je reprends un peu de potion magique.